Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peut-on sauver le Congo-Brazzaville de la colonisation de la chefferie Mboshi? Mesdames, Messieurs, donc ici, je vais traiter d'abord le cas de la tribu Mboshi, la tribu du dictateur Sassou Nguesso. Et après, nous passerons au présidentiel de 2021 qui se dessine, où le clan au pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir Mboshi, est en train de préparer les primaires entre eux, en vue d'un hold-up électoral au sein du clan et puis conserver la chefferie Mboshi. Ne soyez pas des naïfs. Sassou est là depuis ces années-là, depuis 50 ans, à rouler tout le monde dans la farine, mais parce que les Congolais sont des naïfs heureux, des passifs heureux, des peureux heureux. Oui, c'est un peuple bantou, que vous allez voir que ce peuple bantou a été colonisé par l'Mboshi. Mesdames, Messieurs, oui, l'Mboshi, c'est la tribu du dictateur Denis Sassou Nguesso. Cette petite tribu qui ne regroupe au Congo moins de 30 000 individus. Et oui, c'est une tribu à l'octone, à la différence de autochtone. À l'octone, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été importé. C'est pas les Mboshi n'existaient pas dans le moyen Congo de l'époque, l'actuel Congo-Brazzaville, ou chez les Bantous avant la moitié du 19e siècle, où il serait arrivé au Congo dès les années 1851 sous le règne de Napoléon III, qu'il avait ordonné de les déporter là au Congo-Brazzaville, une partie en Centrafrique et l'autre, paraît-il, sera dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes en présence d'une tribu qui a été importée et qui commence à nous poser bien des soucis. Comme disait, il y a beaucoup d'anthropologues, même européens ou des anciens colons, et déjà à la fin du 19e siècle, que cette tribu va poser bien des soucis à ce peuple pacifiste bantou, dont on parlait des Kikongo, les Bakongo, et on venait les Teke, et puis les Ngala. Et donc c'est la réalité. Parce qu'en dehors de la culture haute, il y a la génétique. Ils ont une génétique particulière. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Donc, après le décryptage de ce Mboshi, et qui commence à nous poser bien des soucis, et je passerai ensuite au décryptage des primaires qui se dessinent au sein du clan, et avec les dangers, les risques et tout ce qui va arriver, et des enjeux pour nous d'empêcher non seulement que Sassou Nguesso soit encore là en pouvoir jusqu'à la fin 2019 ou 2020, ou qui n'organise pas ces présidentielles-là, sinon le pays est fauché. Et la colonisation sera totale. Puisque même les réseaux du clan de la chefferie Mboshi a pris le contrôle d'une grande partie de la diaspora congolaise de France, soi-disant des résistants, et c'est le même clan qui finance à hauteur de 40% la résistance contre eux-mêmes. Donc comme si on pouvait être jugé parti, au four et au moulin, et compagnie. Donc, vous imaginez les Bantous, c'est les dangers. Je vous l'ai dit que les Bantous, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et le pire, sont pas courageux. Sont pas courageux, contrairement aux Mboshi. Et vous allez comprendre par la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, Abbé Mboshi, oui, les Mboshi. Ils arrivent de l'Afrique de l'Ouest. Bon, les origines sont diverses, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle autre. En réalité, c'était des résistants aux colons.
Là-bas, c'était bonne marge, oui. C'était les gens qui ne voulaient pas être colonisés par le français, par les colons français. Et donc, ils avaient résisté, donc ils les avaient, les Français, sous les règles de Napoléon III, en 1851, ils les avaient déportés, et par force, même militaire, et jusque chez nous. Ils se sont installés sur les bords de la Lima. Là, ils sont là. Et il faut savoir qu'auparavant, là où nous vivons, c'était que les Bakongo, qu'on appelle ici les Congo, et bon, le Congo, Bakongo, c'est une diversité des tribus, hein, vous voyez. Ben, et après, les Teke aussi, c'est une diversité des tribus. Et puis les Ngala. Les Ngala commençaient à partir des Kouyou, passant les Makwa, et allaient jusqu'au nord. Et en descendant, c'était les Teke. Après, on arrive les Bakongo. Il n'y avait pas d'embauché. Jusqu'en 1851. Et donc, quand ils ont été importés, ils ont vite adopté les us coutumes qui étaient dans le milieu. Donc, ils venaient, c'est des Ouest africains. Et bon, donc, ils arrivaient là, les endroits, ils disaient, ça ne savent pas nager, parce que là, nous sommes quand même, on est dans les zones où il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'eau. La Lima, par exemple, c'est le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Et donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'eau, de végétation. Ils ne connaissaient pas ça, là où ils venaient là-bas. Donc, ils ont adapté. Donc, ils ont adopté 40% des traditions makwa, de ma tribu, à l'équateur. Et puis, des Kouyou, de Marangwabi, Yobio Pango. Et puis, on fait les Teke. 40% des Makwa, 40% des Teke, non, 40% des Makwa, 40% des Kouyou et 20% des Teke. Ils ont adopté ça. Même les noms. Les noms, oui, ils portent les noms, la plupart des noms, quand vous entendez Itoa, Okemba, et tout ça, c'est des noms Kouyou, Makwa. Ce n'est pas eux. Yoka et autres, ce n'est pas des noms ouest africains. Non, c'est des noms qui appartiennent au Teke, Kouyou, Makwa. Donc, ils ont nous maintenant, c'est leur nom. Ils venaient là, ils devaient peut-être appeler Mamadou ou quoi, les noms, bon, non majoritairement en Côte d'Ivoire ou ailleurs, voilà. Donc, mais, vous voyez aujourd'hui, bon, il y a eu quelques noms qui sont restés comme Sassou, c'est un nom ouest africain. Donc, vous voyez que sur ce problème-là, donc nous avions des problèmes on a parlé des problèmes d'intégration, hein, d'intégration et même d'unité nationale, qu'on pensait déjà qu'il va avoir des soucis parce que les Mboshi ont une génétique particulière et que ce que je vais vous dire, en tenant compte des écrits de Edmond Dominique Hubert Ponel, qui fut le premier adjoint de Brazza, hein, après avoir créé la ville de Brazzaville en 1880, en 1885, avait rencontré déjà ces Mboshi-là qui venaient à peine d'arriver. Parce que bon, 1951, 1985, ils avaient à peine que peut-être 30 ans. Bon, de là, bon, ils s'adaptaient, hein, ils commençaient à s'adapter, ils ne savent pas nager, ils ne savent pas faire ceci. Bon, mais il y a beaucoup d'écrits là à l'intérieur, il faut rester un peu objectif. Mais c'était un peu commencer à s'adapter. Donc, on dit par exemple la langue Mboshi ou Kimboshi a subi un mélange d'influences des tribus Makwa, donc chez moi, à 40%, et Kouyou voisin, chez Marangwabi, à 40% aussi, et Teke, en République du Congo, lors de la migration vers les régions d'Afrique centrale. Le nombre de locuteurs était estimé à 100 000 en 2000. Mais la plupart utilisent aussi le lingala et le teke. C'est-à-dire Nemboshi, utiliser le lingala et le teke. Bon. Maintenant, il faut aller voir maintenant qu'est-ce que Ponel avait déjà parlé d'Emboshi pour comparer par rapport à la réalité. Ponel avait dit au sujet d'Emboshi, hein, son analyse, que fut celle du 30 juin 1885. Et donc, il avait constaté ça, et nous pouvons déjà voir ça au fur et à mesure par rapport aux Bantous. Parce que les Bantous à 10 ans, parce que quand je rencontre beaucoup des Congolais, hein, des Bantous,
Ah oui, non, on n'est pas violent, on est pacifique. Oui, très bien. Dans ce monde de brut, vous dites que nous, on est pacifique. Non, c'est pas vrai. Les Mbushi ne sont pas comme ça. Donc, nous, ils ont trouvé un peuple de pacifistes. Hein. Les Bantous sont des pacifistes. Hein. On dit ça naturellement. Oui, c'est vrai. Donc, et ils ont une génétique particulière. Mais cette génétique-là que je vais vous citer par rapport à quelques les décryptages que euh, Edmond Dominique Hubert Ponel avait déjà fait déjà en 1885. Vraiment d'une objectivité vraiment impartiale. On peut les constater aujourd'hui. Il avait dit ceci. Il avait écrit ça en combien de points? J'ai pris quelques points, hein, donc il ne faut pas exagérer aussi. Bon, il y avait aussi un petit mélange de racisme, de colon. Hein. Bon, donc, bien, peut-être que Edmond Dominique Hubert Ponel bon, avait aussi contre ce peuple, il connaissait bien que c'est eux, les Français, qui les ont déportés de la Côte d'Ivoire jusque chez nous, hein, au Congo-Brazzaville. Donc, il y avait quelque part un genre de préjugés, d'a priori, des choses comme ça. Mais il faut aller sur le contenu par rapport aux réalités que nous vivions aujourd'hui avec ce peuple Mboshi. Et donc, c'est dans la génétique, c'est pas dans la culture. La culture, bon, ils ont adopté la culture de chez moi, hein, ma tribu Makwa, hein, la plus nombreuse de la région. Et puis, ma tribu, c'est ma tribu avec le cède aussi. Ma tribu, c'est la tribu du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, Oxo Sikonga, vous avez entendu ces noms-là. Bon, Henri Toi, et vous avez entendu ces noms-là. Bon, donc, c'est les dignes fils du Congo, les Ochombe qui fut le grand résistant contre le colon français pendant l'occupation de la Likwala Moussaka. Et donc, c'était Makwa Ochombe. C'est né en 1880 à peu près, autour de 1880, et quand il se battait contre le colon, il devait avoir 25 ou 30 ans. Bon, donc, voilà, donc c'était comme ça, Ochombe. Maintenant, Sassou a pris ce nom, il s'appelle maintenant Ochombe. Ochombe, Sassou, c'est pas Ochombe. Vous voyez comment Sassou, c'était un imposteur. Ils ont tout copié, un copier-coller de nos héros à l'air. Voilà, donc vous comprenez ça. Donc, Monsieur Sassou Nguesso qui s'appelle Ochombe, Ochombe ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez les Mboshi. Donc, bon, maintenant, il faut se dire aussi qu'il y a eu aussi Nima Ninja qui avait mené une bataille farouche, une résistance farouche contre les colons. Ça s'est passé le 9 septembre 1911. Au kilomètre 40, après Makwa, on allant vers la Mombili et Wesso. Et donc, vous connaissez le village où aller. Là où j'ai fait aussi l'école primaire, la bataille s'est passée là. De 10h du matin jusqu'à 3h25 du matin. Hein. Donc, c'est une bataille farouche, connue de tout là, oui, amenée par Mounier et avec les traites au Bamba, qui fut neutralisé par Nimanija dès qu'il a vu. Donc il y a eu une bataille entre les sapeurs armés français et cette résistance qui fut celle de cette endroit. Et Nimanija, c'est connu. Les Ondia, Kachaka, c'est connu. Les Ondiels, c'est connu. Ochombe, c'est connu. Et il y en a beaucoup. Vers Abela, donc Sassou Nguesso vient prendre le nom, il s'appelle Ochombe. C'est faux et usage faux. Donc vous pouvez maintenant comprendre là, être citoyen, c'est être formé. Donc ils ont pris tous des trucs des tickets et des. Mais ils ont eu quand même les tickets, ils n'ont pas beaucoup pris. Mais ils sont toujours allés vers les Makwa et les Kouyou. C'est terrible. Bon, quand ils y parlent, hein, ils parlent. Tout ce que Mboshi parle, c'est du Makwa transformé, quoi. C'est un peu comme si, bon, en France, on parle de créole. Hein. Créole, c'est un peu le français mélangé avec les trucs africains et tout. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Bon. Donc, vous avez compris. Donc, je vais aller directement au décryptage de Mboshi tel que Hubert Ponel avait déjà décrit à la fin du 19e siècle. Il avait dit ça sur l'Mboshi. La ruse et le mensonge sont ceux des habitudes tellement invétérées que même dans les cas les plus insignifiants, ils en usent comme la défense de leurs intérêts les plus graves. 2. Rebelles à tout ce qui leur semble une entrave.
orgueilleux, superstitieux à l'excès. Les Mboshi ne sont pas du tout des gens sympathiques, bien au contraire. Leur avidité, la pétrée qu'ils mettent dans la conclusion des marchés en font des désagréables clients à tel point que les Afuru, Teke, s'en plaignent régulièrement et refusent de faire commerce avec eux. Il n'y a aucun cas à faire en leurs paroles. Les Mboshi n'ont aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté. Fait assez bizarre, car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété poussé à l'extrême, sous toutes ses formes. Vous avez vu par exemple chez nous au Congo, bon, vous voyez que tous les postes de responsabilité sont, nous c'est une tribu État, une tribu-État, une tribu-nation, une chefferie qui est là. Tous les hauts postes de commandement, de tout, et ils ont mis qu'à eux. C'est eux qui ont pris tous les contrôles. Et ils ne souhaitent pas lâcher. Et ils se battent même, que ce soit par la violence et autres, ils veulent garder ça. C'est du caractère. Vous devez comprendre ça, les Congolais, les Bantous. C'est cette colonisation que nous subissons déjà. Bon, on dit qu'ils sont paresseux. Ils vivent au bord de la Lima ou de l'eau et ne connaissent pas la pirogue. Bon, bien sûr qu'à cette époque-là, entre 1850 et 1900, bon, à peine 50 ans, bon, les gens qui venaient, ils ne savaient même pas, c'était pas dans leur culture de l'eau. Hein. Donc, la région de la Kivu, c'est la région inondée. Hein. C'est un peu comme l'Amazonie de l'Afrique chez nous. Donc, donc ils ne savaient pas, ils viennent d'Afrique de l'Ouest, c'est à 2 pas du Sahara. Hein. Donc, ils ne connaissaient pas ça. Sous ce plan, il ne faut pas trop ajouter qu'ils ne savent pas l'eau nager. Non. Bon, il y a aujourd'hui quelques-uns qui connaissent maintenant faire la pirogue. Hein. Bon, les Mboshi ne jurent que par des fétiches appelés Onganga. Onganga, c'est tout simplement quoi chez moi. Moi, je suis Makwa, j'ai vécu au village, voilà, c'est chez moi. Donc, ils ont copié tout, tu vois. Quand tu le dis Ngwe, Ngwe c'est la panthère, c'est nous. Donc je peux vous citer tous les noms dehors. Donc ils ont copié. C'est les Ouest africains qui ont sont adaptés. Donc il faut analyser comment elle a. Donc ce qui les reste chez nous au niveau géographique et culturel et autres, on ne sait plus distinguer, mais il reste les caractères génétiques et que vous avez vu là. Donc c'est à vous d'observer ces comportements au niveau génétique. Bon, mesdames, messieurs. Bon, il faut se dire que nous avions des problèmes d'adoption avec ces Mboshi, d'intégration et d'unité nationale déjà arrivé, qui a été déjà les premiers anthropologues au début du XXe siècle s'inquiétaient de cette intégration. Mais on ne sait pas comment cette intégration s'est passée en Centrafrique, parce qu'ils sont quand même quelque part au Centrafrique aussi. Et c'est le même. Il faut dire aussi qu'ils sont en République démocratique du Congo, mais chez nous, c'est-à-dire à chaque fois il y a eu des Mboshi, il y a eu toujours, depuis 1959, hein, au niveau politique, là où il y a toujours eu des Mboshi, il y a eu soit une guerre civile, ou un coup d'État, ou la violence et autres. Toujours. Donc depuis 1959, à nos jours, vous pouvez voir. C'est un peu de croiser vous-même, vous verrez que toujours, c'est pas le fait que, bon, maintenant, on a mélangé tout par ignorance. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'Mboshi au Congo actuel, c'est-à-dire, on disait, oui, les Bas-Congo, les Teke et les Ngala. Maintenant, on pense que tous les Nord-Congo, c'est des Mboshi. Alors que c'est des étrangers qui sont arrivés chez nous. Mesdames, Messieurs. Donc, nous sommes là en présence d'une colonisation qui est déjà ethnique, c'est-à-dire entre Noirs. Ils ont des caractéristiques qui sont là et qui ont le sens de se défendre leurs intérêts jusqu'au bout. Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas passifs, ils sont là, voilà, ils se battent. Bon, ça aurait pu être bénéfique pour notre pays, mais c'est qu'ils ne savent pas gérer ce pays, ils ne l'aiment pas, ils ont détruit, ils ont volé, ils ne savent que tuer les gens. Ils ont un comportement liberticide, antidémocratique,
antisociaux et surtout criminogènes. Et n'oublions pas d'appropriation de ce pays comme les propriétés privées, comme disait Hubert Ponel, que bon, quand on parle de oui, on parle de la, oui, il a dit, oui, quand ils veulent avoir les titres de propriété, hein, donc s'ils veulent avoir un bien, ils vont jusqu'au bout, hein, c'est pour tout leur appartient. Hein. On a dit l'excès, oui, vous avez entendu là-bas, donc c'est laissé ça quelque part, mais vous avez compris ça, mesdames, messieurs, peuple congolais. Maintenant, nous allons faire le décryptage des présidentielles 2021 et des primaires qui se dessinent au sein du clan en vue des hold-up électoraux et conserver le pouvoir au sein de la chefferie Mboshi. Pourquoi la chefferie? Parce qu'au Congo-Brazzaville, tout ce qui était au sud du Congo, c'était des petits royaumes. Et les grands royaumes et les petits royaumes. Mais au nord du Congo, il y avait des chefferies, comme chez moi à Makwa, c'est les Kouyou, c'est les Teke, il y avait aussi quelques-uns, c'est les Teke, mais la limite c'était les Teke, il y avait le royaume B et autres, voilà. Maintenant, on peut monter jusqu'à la frontière avec la Centrafrique et le Cameroun, il n'y avait que les chefferies. Donc, ils ont adopté ça, c'est que ça s'ouvre, et l'Amboshila, leur chef de la chefferie, et c'est Sassou Nguesso. Mais les histoires des chefferies s'est développées au Cameroun, qu'ils ont même valorisé en culture. Vous allez au nord, dans la plupart du Cameroun, hein, par exemple, bon, si vous prenez par exemple les Bamileke, hein, bon, il y a des chefferies de Bangaté. Hein. Bangaté, quand vous venez du Cameroun, vous passez les villes ou petits villages qui s'appellent Tonga, et vous arrivez à Banganté, et jusqu'à aller à Bafam. Donc tout ça, c'est terre Bamileke, mais il y a des chefferies là-bas, et partout on peut voir. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, le réseau au sein du clan, hein, ils sont là en train de se situer, mais le risque, c'est qu'il peut y avoir un risque de coup d'état de palais entre eux. Il risque aussi qu'ils se poussent se bouffer entre eux. Parce que, bon, ils veulent, ils savent que le pouvoir est dans le gibier. Hein? C'est comme un gibier qui est dans le filet. Et donc, ils sont en train de se battre pour garder ce pouvoir-là dans le filet. Mais entre eux, ils se battent pour conserver ça, ce pouvoir. Parce qu'ils ont su que les Bantous, c'est des lâches, c'est des peureux, ils ne peuvent rien faire. Donc, on les a colonisés, on les a utilisés. Donc, ils ont mis la plupart des Bantous, qui soient de Ngala, comme les Teke et les Bakongo, ils ont tout transformé ces Ngala au niveau civil, politique et militaire, ils sont devenus leurs sujets, leurs esclaves. Et oui, quand on voit tous les gouvernements, tous les gens là qui sont en train de détruire ce pays, mais ils sont là en train de l'accompagner. Mais il faut savoir aussi au sein du régime, on a mis les trucs stratégiques avec les gens qui sont venus de l'étranger, qui sont là. Donc c'est une occupation. Donc vous avez tout compris. Bon, au cœur de l'enjeu pour eux, c'est conserver le pouvoir, pour le garder là, parce qu'ils ont fait quand même du mal à ce peuple. Ils ne veulent pas lâcher. Mais en plus, ils ont cette génétique particulière qui est celle de la propriété poussée à l'excès. Donc c'est pour eux, le Congo, c'est leur propriété privée. Et c'est bien comme ça. Si on ne veut pas, comme c'est ça, on va à la guerre. Comme Naïe, échec au Pango en 1959, il y a eu une guerre civile. Et depuis à chaque fois qu'on parle de guerre civile au Congo, il y a toujours un Mboshi. Et ça soit là. Donc, on le sait. Mesdames, Messieurs, retenez bien que ces gens-là cherchent coûte que coûte conserver le pouvoir. Et bien sûr qu'il y aura la casse au sein du clan. Mais pour nous, peuple congolais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer à la diversion, à la comédie, à la ruse, au mensonge, au jeu d'échecs. On parle de stratégie, mais n'oublions pas que, comme ils savent toujours le faire, utiliser la violence, les emprisonnements, les assassinats et autres, ce n'est pas des enfants de cœur. Et donc, ceux qui viennent parler du pacifisme ou autres avec ces gens, et vous comprenez déjà leur génétique, et qui est déjà réel. Vous pouvez lire l'arrivée des Mboshi au Congo et comment ils ont occupé le Congo. Aujourd'hui, il y a des anthropologues qui étudient les Mboshi au Congo, comment ils ont dominé tous les Bantous à l'échelle du Congo-Brazzaville. Et ce qui est de la réalité. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon,
Il faut se dire que quand vous commencez à s'indigner et parler de tout ce que vous pouvez faire de Congo, oh oui, les Mboshi, on fait ceci, ils s'en foutent. Donc là, ils ont leur objectif, conserver la chefferie. Et donc le risque est grand, tant pour eux que pour le peuple, tant pour eux que pour le pays. Donc, vous savez que la méfiance et défiance envers ce clan, cette tribu est à 97% aujourd'hui au Congo-Brazzaville, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais ils sont incapables de se structurer, de s'organiser et chasser le dictateur. Ça ne veut pas dire qu'on va chasser tous les Mboshi du Congo qui repartent là-bas, là où ils étaient venus. Non, c'est impossible. Ce ne sera pas bon, c'est pas bon. Ils sont en Afrique, ils sont dans leur propre continent, et voilà, ils sont volés. Donc on ne peut pas faire ça, c'est impensable. Mais il arrivera des mesures, et au moment venu, et par rapport à cette problématique Mboshi qui commence à nous poser bien des soucis. La problématique sera posée au niveau politique, administratif, économique, militaire et tout. Donc on voudra voir ça, comment gérer cette problématique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous avions 4 réseaux qui se structurent pour faire les primaires au sein du clan. Sous l'œil bienveillant du dictateur. Et qui laisse mais lui, il reste celui qui a le dernier mot. Bon, on parle sur les 4 réseaux. Le plus puissant, c'est celui de Denis Christophe Sassou Nguesso, le fiston du dictateur. Et donc lui, il compte tout de même sur son père, qui tire les ficelles derrière. Il compte tout de même sur des réseaux de la RDC, parce que c'est les Balouba. Les Balouba, que ce soit Félix Tshisekedi, c'est un Balouba. Donc vous comprenez déjà que le piège est en train de se refermer contre les Congolais. Du côté du Gabon, ils comptent sur les Omar, Denis Omar Bongo, les choses comme ça. Donc ils ont des réseaux là-bas. Ils ont même introduit certains membres de la diaspora et qui les payent pour chercher cette diversion et infiltrer les réseaux de la diaspora et tous les réseaux. Donc c'est tout un système qui ont là. Donc, mais on ne va pas vous dire les informations des réseaux qui circulent pour ne pas divulguer les stratégies. Mais on sait déjà dans la diaspora congolaise de France quels sont les gens qui travaillent pour ces réseaux-là. Le premier réseau qui est le plus puissant, c'est celui de Denis Christophe Sassou Nguesso. Mais lui, il a un problème parce que d'un côté, on le considère comme Zaïrois, tant au niveau du clan qu'au niveau de tous les Congolais. Donc on ne veut pas de Christelle là. En plus, il est fiché comme le plus grand voleur. On dit que sa place est en prison, celui qui a entraîné même son père devant le FMI. Ils ont tout volé les pétrole congolais. Et donc, lui, il a des comptes à rendre avec le pays. Mais non, au ce moment où il est là, il peut faire jouer au président, il peut faire jouer au candidat, il peut faire ce qu'il veut. Mais parce que le père est là, au moment qu'on la table, tout a changé. Et là, la tension est totale. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Les jours où on attaque Kiki, il verra. Bon. Denis Christophe Sassou Nguesso n'a pas aussi une base culturelle tribale au Congo. Rien du tout. C'est un étranger. Jusqu'aux années 90, au moins on ne parlait même pas de Kiki. Je voyais Sassou Nguesso, il y avait des enfants, je ne sais pas, on parlait. Mais il n'y avait pas ces Kiki, ces Coco, ces Kaka, je ne sais pas. Il n'y avait pas ça. Il n'y en avait pas. Donc, nous, on a vu sortir ces baby-boom là, surtout énorme. On parle plus de 50 enfants. Bon, le risque pour lui, c'est qu'il risque de se fracasser entre eux. Hein? Même il perd sa vie au sein du clan et autres, qui fait attention entre eux. Mais si un jour il passe par hold-up électoral et autres, il risque d'avoir un bain de sang. Et donc, donc, ce sera une situation vraiment fragile et le Congo risque de rentrer dans une période sombre. Mais il faut le dire que dans la diaspora, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent aujourd'hui pour le compte de Sassou Nguesso, qui sont dans les médias, réseaux sociaux et autres. Les noms sont là, ils ont les noms, on a les noms. Bon, on les voit, on fait semblant de ne rien savoir, mais on sait. Mesdames et messieurs, le deuxième réseau aussi le plus puissant, c'est celui de Jean-Dominique Okemba, le neveu et le patron des services secrets, qui a dit à Sassou Nguesso, mais pourquoi tu veux me laisser et autres. Bon, donc non, mais donc je sais pas, mais
il joue le jeu. Mais lui, il a été décoré de la Légion de, je sais pas, d'honneur française sous Nicolas Sarkozy. Bon, c'est le patron des services secrets. Bon, lui, il compte bien sûr sur les réseaux francs-maçonniques et de la France-Afrique. Et, et aussi, c'est lui qui finance quand même 40% des relais des opposants sur la place de Paris. Par exemple, si vous avez des opposants assassins dissidents qui sont au pays, et l'argent passe par ces opposants dissidents, assassins qui sont au pays, et ils envoient l'argent ici, et que l'argent va dans certains réseaux de la résistance pour aller infiltrer les uns et les autres. Moi, j'ai personnellement suivi ce réseau, Georges de Kemba. Mais donc, chaque fois on arrive, on va dans d'autres réseaux, on appelle, on dit oui, non, 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 ne va pas. Bon, très bien. Donc, vous voyez que même dans la résistance, bon, c'est connu, même pendant l'occupation nazie, en France ici, il y avait des résistants qui vendaient d'autres résistants. Bon, ici, nous là-bas, l'anthropologie sociale et politique n'est pas bonne. Et là, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba de vendre les autres, quoi. Hein? Sinon, on appelle ça Kindoki. Hein? Voilà, donc, c'est pas des gens bien. On a tenté de détruire leur pays, mais ils sont là et bon, voilà. Bon, le problème de Jean-Dominique Okemba, c'est que, bon, ben, lui, on connaît que c'est le sorcier, il est plus superstitieux aussi, plus que Sassou, hein. Et c'est un assassin, c'est un criminel, parce que c'est le chimiste, il a acquis la technique d'empoisonnement. Alors là, par tous les poisons, hein, que ce soit des contacts ou tous les poisons. Nous qui avons étudié la biologie, qui ont enseigné la biologie, qui enseignent la biologie, quand on voit ça, on se dit oui, surtout la toxicologie et autres, c'est vraiment, c'est terrible, ce monsieur-là. Donc le risque, s'il prend le pouvoir, bon, ben, nous risquons d'être une république d'empoisonnement à ciel ouvert. Donc l'assiette romaine et tout ça, ça sera vraiment du chaud. Donc vous imaginez. Donc il faut se dire que c'est Étienne, hein, donc c'est pour éveiller la conscience des uns et des autres que ça c'est situé. Le troisième réseau, c'est celui d'Edgar Nguesso. Edgar Nguesso, je pense, c'est le neveu aussi. Bon. Tout ce monde-là ont des biens mal acquis. Hein. Ils ont tous des biens mal acquis. Ils ont tous volé les pays, mais la particularité, c'est Jean-Dominique Okemba, c'est sa soubisse au niveau des assassinats. C'est lui, c'est ça. Parce qu'il sera poursuivi pour crime de sang et de génocide et autres. Donc, lui, Jean-Dominique Okemba. Mais les autres, bon, c'est ce monde de vol, hein, le vol. Kleptomanie, mythomanie, voilà. Il risque pas gros, quoi. Mais la prison, s'il tombe, il y aura la prison. Ça, c'est sûr. Edgar Nguesso, bon, lui, bon, il compte sur la garde, paraît-on, prétorienne ou la garde présidentielle. Je ne sais pas qui est là-bas, bon. Et aussi sur une partie de l'armée, je ne sais pas quelle armée, au service des Bouchis. Donc, oui, les colonisés, oui, ouais, c'est ça. Les Congolais, les Bantous ne se sont pas affranchis du colonialisme possible. Voilà, ils sont là, voilà. Bon, vous avez aussi la diaspora. On parle beaucoup des réseaux d'Edgar Nguesso qui sont au sein de la diaspora, hein, beaucoup. Parce que tout ce monde a volé, ils ont des milliards en dollars. Leurs comptes, tout ce monde-là que j'ai parlé, ils ont des comptes en milliards de dollars. Qui, beaucoup ont mis ça dans les biens mal acquis et dans les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations dans les sociétés et autres, n'oublions pas les paradis fiscaux. Mesdames, Messieurs. Donc, Edgar Nguesso compte sur la présidence, les gardes présidentielles, une partie de l'armée, je ne sais pas, et les réseaux de la diaspora qui contrôlent parce qu'ils financent énormément ces réseaux aussi. Mais ces réseaux d'Edgar Nguesso sont majoritairement PCtistes, du PCT, ça c'est sûr. Contrairement au réseau Denis Christel Sassou Nguesso, mais ils ne sont pas plus PCT. Et Jean-Dominique Okemba sont maçonniques et France Afrique. Et donc, quatrièmement, c'est les réseaux de Jean-Jacques Bouillard des grands travaux.
et des Jiba Ondongo. Bon, donc, bon, c'est aussi des milliardaires. Hein. Ah oui, là, c'est le magot énorme. Hein. Là, si on comptabilise les deux seulement, ils atteignent au moins 5 milliards de dollars. Des magots du Congo qu'ils ont cachés. Donc, eux, ils comptent sur le magot, mais ils ont aussi des réseaux de la résistance qui le influencent. Et en fait, tout s'éclore, c'est-à-dire que ça pour asseoir sa tyrannie, a divisé le Congo en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pour ses complices et ses pions. Donc, ils veulent utiliser les mêmes méthodes pour l'après. Donc, ce qui fait que les résistants qui sont du nord, comme vous voyez que Kombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko ont été emprisonnés, c'est pas pour rien. Alors que d'autres qui étaient candidats, ils sont dans le sud, et c'est ça, c'est l'art de diviser pour rien. Donc, le nord ne doit rester que Sassou Nguesso ou son clan qui sont là en train de commencer déjà à se préparer à ce hold-up électoral de 2021 s'il y en aura lieu. Voilà. Donc, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 4 réseaux précités, ils ont mis des magots pour aller chercher à infiltrer les intellectuels résistants du Nord qui sont visibles, comme moi. Donc, comme au pays là-bas, c'est divisé Nord-Sud, et quand je me retrouve avec beaucoup de sudistes ici, et parmi ces sudistes, donc il y a des réseaux sudistes qui sont là pour neutraliser soit Ayatonga ou le Suyé, ou faire ça pour que ça arrange leur donneur d'ordre, qui sont le clan Boshi. Donc c'est le paradoxe. Donc il y a beaucoup de sudistes ici qui travaillent pour les 4 éléments précités et pour neutraliser les Nord. Et heureusement que le pouvoir est toujours encore au Nord, donc dont les services sont toujours encore au Nord, et qu'il y a beaucoup de gens aussi au Nord, et qui fréquentent les réseaux des services secrets des gens de Mekokemba, qui disent voilà, Ayatonga, voilà les tels qui sont là, voilà, donc on nous informe. Et c'est pas bien, parce qu'on reste là pour faire passer cette dictature, et on se retrouve avec les mêmes Bantous qui ont été colonisés par ça, qui ils servent de la servitude volontaire aux tyrans, alors qu'ils vivent dans les pays d'Europe, les pays développés, et même si quelles que soient les conditions sociales, mais ils ont quand même les cas de vie, ils ont tout, ils peuvent réussir aussi, mais pourquoi aller acheter, laisser vendre sa conscience, son âme avec ça? Donc, en plus de ça, ils cherchent à aller perturber les vrais résistants à la dictature. Donc, par conséquent, tout ce qui est résistant du Nord, comme moi, l'enjeu du dictateur Sassou Nguesso est de ces 4 réseaux précités, soit acheter la conscience d'Ayatonga, puisque Denis Christel Sassou Nguesso a voulu déjà me faire en 2014, qui m'a dit que je t'envoie un chauffeur, plus une grosse enveloppe. Et donc, vous imaginez. Et malgré là, en termes de valeur ajoutée, ailleurs, mais oui, c'est. Voilà. Non. C'est pas bon, ça. Et donc, leur but, c'est quoi? Soit acheter la conscience d'Ayatonga, qui savent que ça peut être très très dur, ce sera même difficile. 2, ou les neutraliser, ce qu'ils ont voulu faire. Bon, ils ont commencé déjà par les procès. J'ai des procès ici qui vont commencer là, dès septembre et autres. Donc, on sait un peu de se positionner maintenant doucement, mais ils passent là. Mais c'est une injustice. Mais nous allons traiter ça avec la vraie justice française. Mais deuxièmement, troisièmement, bon, s'ils ne passent pas, bon, ben, peut-être neutraliser. Mais là, on a gardé nos 5 sens en éveil. Et chaque jour qui passe, on écrit on laisse oui, on laisse quelque chose pour dire au cas où, on ne sait pas. Donc, c'est une guerre qui est contre nous-mêmes et que le régime Sassou Nguesso, en apparence, n'est pas que soi-disant non. Il y a beaucoup de gens au Sud qui nourrissent, qui donnent l'énergie à ce régime et que eux, ils cherchent à l'intéresser. Donc, nous sommes déjà avertis et que même dans la partie nord, les gens qui comptent sur les Ayatonga, ils n'ont continué parce que, oui, ça fausse un peu tout. Nous avons la dynamique avec nos frères du Sud et on se retrouve parfois, on est un peu piégé et par ce même, donc ça devient un souci. Donc, c'était simplement pour alerter que tous au Sud ne sont pas comme ça. Je dis, il y a une poignée de gens et qui, parmi certains qui étaient même les plus influents et qu'on croyait qu'on était ensemble, et dans la dynamique des stations d'égal, alors que c'était des pions, et qui, leur condition sociale est entretenue par le régime. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, vous devez vous méfier de mots-clés comme présidentielle 2021. Présidentielle 2021 égale le Congo perdu à vie.
Présidentielle 2021, Sénégal ennemi de l'État congolais. Présidentielle 2021 égale colonisation de la chefferie Mboshi. Présidentielle 2021 égale le pays risque de devenir une poudrière. Et le risque d'implosion est réel. Et n'oublions pas les guerres entre la géopolitique, même nord-nord, risque de dérèglement politique et militaire, partout. Donc, je ne vais pas vous donner toutes les stratégies, parce que c'est des réseaux de l'ombre qui donnent des stratégies par rapport à ça. Mais pour le terrain du Congo, je vous dis que nous devons prendre conscience que notre but est d'abord d'établir des rapports de force. Ces rapports de force doivent passer par les impacts de la situation générale, c'est-à-dire la situation sociopolitique des opposants politiques, résistants. Mokoko ne cédera pas. S'il veut le neutraliser, il veut le faire ceci, ils n'ont pas le monopole de ça. Les tribus, je vous ai dit qu'il y a eu des règlements politiques et militaires, les peuples ont les destins, les tribus aussi, Sassou n'a pas eu le monopole de faire ça, comme je vous l'ai dit qu'Hitler, qui, après la fin de la Première Guerre mondiale, a été humilié, qui ne croyait pas que 22 ans après, il allait humilier la France. À la débâcle de 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Qui ne dit pas que demain, nous aurons un tordu Macquois, et qui pourra dire, ah tiens, ce n'est pas familial ni social, mais politique. Ah tiens, ils avaient fait ça, je vais aussi tenter. Qui ne dit pas que ça sera un teke, qui ne dit pas que ça sera un kouyou. La tribu Malongwabi. Qui ne dit pas que ça sera un Lari, un Congo et autres. Donc ça sera peut-être le réveil des Bantous. Ce sera peut-être la revanche des Bantous. Donc, nous sommes une guerre entre les Bantous et les Mboshi, qui ont été importés là, qui nous ont colonisés, et qui continuent à jouer à leur jeu de rôle. Malgré toutes les lettres de rappel, les vidéos de rappel, laissez tomber. J'arrange ce problème dans le cas du droit. Pour ceux qui veulent aller, qui ont tué les gens, ils vont seulement faire la prison. La prison, ce n'est pas grand-chose. On ne va pas vous tuer. Il y a un consensus. Nous sommes les Bantous, nous ne sommes pas des tueurs. Donc, nous voulons qu'il y ait un consensus sur tous ceux qui, en moment donné, ont commis des crimes économiques ou politiques et humanitaires et autres. Ils puissent répondre de leurs actes et faire la prison après. Bon, voilà, c'est tout. Mais pourquoi vous voulez continuer à tirer ce pays-là jusqu'à force de tirer, il arrivera. Et oui, c'est comme l'élastique. Tic, tic, tac, tac, tac. Bon, vous voulez ça, les Mboshi? Mais les gens, ils comprennent ce que nous donnons comme message. Ça sera l'objet de nos vidéos tout au long de 2021, si on arrive. Donc notre but est d'établir ces rapports de force via le FMI, puis la situation politique, et qui est là, et qu'il faut aller vers la pression civile, sociale et éventuellement militaire. Parce que nous devons sauver ce pays. L'enjeu est d'établir des rapports de force pour qu'ils puissent s'inverser et pour que Sassou Nguesso passe à la table de négociation sans les chaos. Parce que si nous arrivons au chaos, mais c'est eux qui vont perdre les Mboshi. Et la situation peut être incontrôlable avec tous ces haines, les règlements de comptes, les contentieux historiques non réglés, et surtout les règlements de comptes en dormance. Bon, je voulais te dire que quand les injures, les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. Sassou n'a pas eu le monopole de faire ce qu'il a fait à Jean-Marie Michel Mokoko, à tous ses serviteurs, ce qu'il a fait à Turou, au Kobi Salissa, ce qu'il a fait dans la guerre du Pôle, allons encore plus loin, et que les opérations Moubarab dans le Grand Nyari et autres, même si, comme les Bantous, il les a colonisés et il a acheté la conscience des anciens dignes du Nyari, maintenant aujourd'hui la Mwenza, et n'oublions pas la Lekumu, les Kouilous, s'il avait dit acheter les Kouilous depuis. Bon, arrêtez, les Téké jouent toujours les serviteurs d'Mboshi, ça c'est connu. Et oui, donc Sassou, pour appuyer son régime, s'assoit sur Matibi, Makwa et les Kouyou, c'est son socle culturel. Et s'ils tiennent son socle culturel, c'est à cause de Makwa Kouyou, chez moi, à l'Équateur. Et n'oublions pas quelques Téké, les Téké Lima qu'on appelle. Bon, donc, s'il perd ce socle-là, il est perdu. C'est les raisons pour lesquelles nous devons comprendre que nous sommes en situation de colonisation. Nous sommes colonisés complètement par une tribu allochtone.
et qui a pris le contrôle des tribus autochtones, qui, au 19e siècle, on parlait des Bakongo, du royaume Congo, on parlait des Téké, des royaumes Téké, on parlait des royaumes de Bé, on parlait des chefferies Mboshi, pas Mboshi, comment on analyse, regarde, on embrouille maintenant les gens. Des chefferies Makwa, Kouyou, Likuba, même Moy, les Moy, oui, les Moy. Et en allant vers on parle aussi les chefferies qui s'étendaient vers les Bomitaba, les Bonjo, les Mujumbo, hein, les Kota. Oui. Donc, vous avez tout ça. Ça, c'était nous. Même pendant la colonisation, quand ils sont arrivés, il n'y avait que ça, ces peuples-là. Donc, nous sommes les Bantous. Nous étions envahis par les Mboshi, venus d'Afrique de l'Ouest, et qui ont colonisé, et qui commencent à poser bien des soucis, des problèmes d'intégration, les problèmes de paix, et les problèmes là. Nous vivons cette situation-là. Donc, il faut regarder maintenant les Mboshi sous un angle, qui n'est plus l'angle que vous voyez que ce sont des nordistes, tous comme ça. Ce sont des peuples qui ont été importés de l'extérieur. Ce sont des Africains, mais qui ont une génétique particulière, qui n'est pas celle de l'intérêt général. Il est que celle de l'intérêt privé, de leurs propres intérêts. Ils sont solidaires entre eux. Et donc, ils sont solidaires entre eux pour avancer. Vous voyez la solidarité, par exemple, les Juifs, les sionistes et autres. Ils sont solidaires, mais c'est des gens intelligents, c'est des gens qui innovent, qui créent des valeurs ajoutées et qui font beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde, mais ils sont haïs, mais ils se structurent, ils sont là. Mais les Mboshi sont un peu comme les Juifs, mais en mauvais. Donc pour voler, piller, bunga bunga, bonobo et tout compagnie. Ils ont des caractères immoraux et dissolus. Ça c'est vrai, c'est la réalité. Souvent chez nous en Afrique, la responsabilité politique, sociale, tout est parfois par association. Pourquoi on a introduit le mot nordiste? Pourquoi on parle par la faute de Larry? Est-ce que tous les Larry sont complices de la guerre du pôle? Est-ce que tous les Mboshi sont complices de ce que ça souffert? Bien sûr qu'ils sont pris en otage, bien sûr qu'ils ont les gens qui sont autour d'eux, et tous les commandements militaires, tous les trucs sont là-bas, c'est eux. Mais s'ils ne prennent pas les responsabilités, ils ne viendront pas dire après que non, non, c'est pas possible. Donc nous sommes là pour éveiller parce que vous avez encore des gens comme moi qui peuvent éveiller votre conscience. L'a dit déjà beaucoup nombre de résistants. Sur la place de Paris, la résistance d'avril. Sur la diaspora, quand tu m'appelles, dis Aya, on compte tout de suite sur toi parce que tu nous donnes des informations qui nous permettent d'éveiller la conscience. Oui, mais le rôle d'un intellectuel, c'est ça. Le rôle d'un lettré, c'est ça. Parce que l'ignorance est la plus des souffrances. Nous connaissons des situations, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on sait. L'historique du Congo, on le sait. L'histoire de ce qui s'est passé, nous on le sait. Donc on sait un peu de veiller la conscience de cette jeunesse que nous sommes dans une colonisation d'Mboshi au Congo-Brazzaville sous l'œil bienveillance de la France-Afrique. Ah, la France-Afrique peut-être a compensé le mal qu'il a fait à ces Mboshi en les déportant chez nous. Peut-être c'est ça. C'est pourquoi la France-Afrique tient à protéger les Mboshi. Parce que c'était peut-être, oui, les mesures compensatoires qu'ils ont été portées là-bas. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, vous avez compris.